Allez, salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, je suis Ricolas et aujourd'hui on va comme d'habitude prendre quelques questions de la communauté, on va y répondre ensemble, on va voir, je vais les prendre telles quelles et y répondre de manière la plus instinctive possible et j'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que je pense que tout le monde a autre chose à faire que de regarder ça. Mais ça peut être bien de parler, de converser. Et puis moi c'est toujours bien, vu que je suis en télétravail, entre midi et deux, ça me fait une pause et ça me permet d'un peu parler, de m'exprimer et de me sortir du silence, on va dire, de la journée, de faire une pause entre deux sessions de travail qui sont assez exigeantes parfois, quoi. Voilà. Alors allez, c'est parti. Et puis surtout, ça me fait parler de ce que j'aime, que ça soit film, jeux vidéo, etc. Donc, on est parti. Le jeu qui, étant gosse, t'a fait rêver. Alors, c'est simple. Le jeu qui m'a fait rêver, je l'ai pas eu dans les mains d'abord. Je l'ai pas eu dans les mains d'abord, c'est-à-dire que lorsqu'il a été annoncé, bon déjà j'étais très jeune, à l'époque il n'y avait pas le 3, il n'y avait pas tous les showcases qu'il y a maintenant, où on regarde tout ça sur YouTube. Il n'y avait pas ce genre de rendez-vous là. Quand on découvrait un nouveau jeu, on le découvrait soit par le bouche à oreille, soit par les magazines de jeux vidéo. Et moi c'était mon cas, j'achetais des magazines de jeux vidéo pour avoir des fois des CD de démo avec ou ce genre de choses là et avoir des news sur le jeu vidéo en règle générale ou l'actualité PC, etc. Bref, que ça soit PlayStation, PC, etc. Là, je me souviens très bien, c'est dingue les souvenirs qui remontent, mais je me souviens très bien d'un magazine que j'avais acheté qui date de je sais plus quelle année. Il faudrait que je retrouve la sortie et la date de sortie du jeu, mais c'était un article dans un magazine de jeux vidéo pour le jeu Spider-Man 2 sur PS2. Et je me souviens très bien de l'article, des photos de la disposition, des photos de l'article et de l'article en lui-même qui expliquait que il y aurait plein de missions à faire, que la ville serait totalement ouverte, refaite et compagnie. Et moi, en fait, j'étais passé de Spider-Man 1 sur PlayStation euh, avec des niveaux très linéaires, très fermés, avec beaucoup de brouillard, parce que les limites de la console faisaient que. Et moi, je me rappelle quand j'étais gosse sur PlayStation, je me refaisais le premier niveau de Spider-Man 1 sur PlayStation pour comment ça s'appelle, juste pour me balader, me refrapper les ennemis, etc. Où je me refaisais tout le jeu en boucle. Bref, parce que j'étais aussi fan de Spider-Man, que ça soit les comics et tout. Bref. Et là, en fait, on m'annonçait pas un jeu entre guillemets d'aventure. Comme a pu être aussi un jeu Spider-Man, je crois sur PlayStation 2, à la sortie du film de Sam Raimi, mais on m'annonçait un vrai jeu, entre guillemets, open world, vraiment avec une ville complète, un cycle jour-nuit, des missions annexes, une mission principale, et je voyais les images, je voyais le personnage courir sur les murs, se balader entre les immeubles avec les toiles, etc. Et enfin, ça me vendait mais tellement du rêve. Et quand je l'ai eu dans les mains, ça a été un des jeux auxquels j'ai le plus joué de ma vie. Il y avait plein de missions annexes, la maniabilité du personnage était parfaite.
on pouvait faire des trucs de dingue avec. La vitesse du personnage était incroyable. On pouvait s'accrocher à l'envers, accrocher les méchants au lampadaire, etc. Enfin, il y avait tellement de trucs à faire et de missions secondaires que je me souviens, genre la gamine ou le gamin qui perdait son ballon et il fallait récupérer le ballon dans le ciel, genre la mission qui se répétait en boucle. J'ai perdu mon ballon. Et ta gueule, putain, je vais te le récupérer ton ballon, ferme-la. Donc il y a plein de trucs comme ça, quoi. Ça, les pizzas, emmener les pizzas, je crois, en scooter, ou non, pas en scooter, on était en Spider-Man, mais avec le sac à dos rempli de pizzas, donc il fallait pas trop sauter, etc. Et les emmener dans le temps imparti, quoi. Il y avait plein de mini-jeux comme ça qui étaient excellents, quoi. Et puis j'en ai vraiment un excellent souvenir. Donc ouais, le jeu Goss m'a vraiment vendu du rêve. Et à tel point que derrière, il y a eu aussi tous les films qui ont fait que agrémenter le fan de Spider-Man et de Marvel que je suis. Et puis Insomniac est arrivé derrière, le studio, et a sorti là les deux derniers, on est en 2025 quand je fais cette vidéo, mais les deux derniers Spider-Man qu'ils ont sortis sont incroyables. Visuellement, le New York est super bien détaillé, enfin, il n'y a rien à redire, quoi. À part peut-être un aspect un peu trop prononcé politique, que ça soit même le Miles Morales ou des choses comme ça, où Insomniac Games a essayé de nous mettre un peu des éléments pro Black Lives Matter, pro LGBT, ce genre de choses là à l'intérieur du jeu, alors que ça a absolument rien à foutre là, mais c'est un peu juste ce qui m'a dérangé, une morale un peu pro, bobo écolo, inclusivité, en bref du DUI, voilà quoi. Mais au-delà de ça, ça m'a pas bousculé vraiment. Et c'est deux jeux que je considère comme de très excellents jeux, quoi, avec une narration qui est parfaite et concrètement un personnage qui se déplace avec un gameplay parfait, quoi. Vraiment, qui saute par-dessus les conduits d'aération, de toit en toit, comment ça s'appelle, je perds mes mots. Que quand il se déplace d'immeuble en immeuble, franchement c'est juste super bien fait parce que tu vois très bien que ça s'accroche aux immeubles et plus du tout au ciel, comme c'était le cas je crois dans Spider-Man 2 ou dans les premiers sur PlayStation. Donc on a vraiment quelque chose qui se rapproche pas de la vérité, de la réalité, mais quelque chose qui est vraiment concret vis-à-vis de l'univers de Spider-Man, quoi. Et à chaque fois, à chaque épisode, on monte de palier en palier, et voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour la question, mais en tout cas, ouais, ça m'a... L'open world de Spider-Man, dans ma tête, enfin, mais c'était juste impossible à faire et à réaliser. Et quand j'étais tombé sur cet article étant gosse, je l'ai relu, mais des dizaines et des dizaines de fois. Je regardais tout le temps les photos et je m'imaginais en train d'y jouer, en fait. Et quand j'ai eu le jeu dans les mains, ça a été des heures de jeu, et même des années plus tard. Hein. Ça a été... je l'ai repris, j'y ai rejoué, et voilà. Et même quand j'ai un coup de mou, que je suis pas bien, ou que... Voilà, il m'arrive, alors bon, plus Spider-Man 2, mais il m'arrive juste de prendre les derniers Spider-Man, de prendre le dernier Spider-Man 2 de Insomniac Games, et juste de me balader dans la ville, tout court. Même sans faire de mission ou quoi que ce soit, juste de me balader. Et genre en même temps, je parle à ma femme, je blablate, je dis ce qui va pas ou des trucs comme ça. Mais
À la fois c'est un jeu qui me rassure, l'open world me rassure, et voilà, je cherchais le mot, le balancement, le fait de voir mon personnage se balancer, aller vite, sauter d'immeuble en immeuble, avoir cette liberté d'action, de voir ses acrobaties, de partir dans les airs, sauter, replonger, prendre de l'allure comme ça, de la vitesse, c'est libérateur pour moi, vraiment quoi. Donc ouais, que ça soit gosse ou même maintenant, ça me fait encore rêver. Et ça a été pareil dans la foulée aussi, j'y pense, et je m'arrêterai là, mais pour Batman. Pour Batman, qui est passé d'un jeu assez couloir avec le premier Arkham à un jeu open world où tu te balades dans un Gotham City sombre, où tu peux avoir la Batmobile, où tu peux sauter des immeubles, utiliser le grappin, être en haut d'une gargouille et sauter sur les ennemis pour te fighter, contrer, puis même ce système de combat, quoi. Génialissime, quoi. Génialissime. Alors dans Spider-Man, c'était le sixième sens qui prenait le relais et tu pouvais esquiver les coups et mettre direct des coups derrière, mais un système de combat parfait, quoi. Donc il y avait vraiment tout ça qui me vendait du rêve, et voilà, quoi. Deuxième question. Alors, pour toi, trouves-tu qu'il y a moins en moins de jeux qui se démarquent, car trop de jeux qui copient la hype du moment? Alors clairement, c'est-à-dire que à une époque, quand on regardait le 3, et alors j'ai un espèce de rituel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une conférence... à une époque, j'avais un rituel. C'est-à-dire que je regardais les magazines de jeux vidéo pour m'informer sur les prochaines sorties, ou sur PC. Puis après, il y a eu jeuxvideo.com pour m'informer de l'actualité. Puis après, il y a eu l'E3. Et j'avais pour rituel, avec moi et mes potes, d'organiser l'E3 entre guillemets à la maison devant la télé, pizza, bière, et pendant 2-3 jours c'était un peu comme ça, les gens venaient aussi chez moi, ou moi je regardais avec ma femme, on regardait l'E3 et puis on se faisait vraiment plaisir, que ça soit les jeux Nintendo, etc. Et là, depuis qu'ils ont séparé ça, depuis qu'il n'y a plus le 3, et depuis que c'est séparé en plusieurs showcases de PlayStation, Ubisoft, Microsoft, etc., Nintendo, j'ai pris l'habitude avec un pote, avec qui je suis en relation depuis des années, quoi, depuis que je suis quasiment gosse, de discuter en même temps que je regarde la conférence, de discuter avec lui sur les annonces qui défilent. Et on s'aperçoit tous les deux d'une chose, donc il n'y a pas que moi, c'est peut-être même général quand je regarde sur Twitter ou quoi, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la majorité des jeux se ressemblent, quoi. On n'a plus de véritables annonces qui se démarquent, ou de systèmes de gameplay, comme, et je le dis de manière instinctive, comme par exemple le système Nemesis de l'ombre du Mordor, qui sortait complètement du lot, quoi. Et qu'on n'avait jamais vu auparavant, quoi. Donc on voit du FPS, presque lambda, mais bon, à chaque fois c'est juste des changements d'univers qui peuvent amener de l'attrait vis-à-vis de la sensibilité, de chacun des joueurs ou pas, ou de certaines des communautés ou pas. On a ça qui est proposé, donc du vu et du revu, majoritairement. On a du Souls-like en pagaille depuis les Dark Souls et les Elden Ring et les Bloodborne. On en a bouffé à toutes les sauces quasiment, que ça soit côté aspect médiéval Dark Fantasy, ou aspect médiéval Japon féodal, ce genre de choses là. On en a bouffé à toutes les sauces, et ça commence à devenir énervant, quoi, parce qu'en fait on a des jeux avec une difficulté qui est réellement accrue, et
qui réservait pas une élite de joueurs, mais pas à monsieur tout le monde. Et ça, la plupart des joueurs le ressentent, la plupart des joueurs, on va dire, de type casual. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est des jeux qui sont attrayants visuellement, qui donnent envie de s'investir dans leur monde, même si des fois on n'y comprend absolument rien et on doit relier grâce aux objets ou à certains éléments d'histoire tout bout à bout pour avoir l'histoire complète et se faire un avis dessus. Mais là aussi c'est très dur et il faut en avoir envie d'aller chercher ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se répète énormément, quoi. À une époque, c'était les open world. On en avait, mais de tous les côtés, notamment à cause de GTA. Donc c'était le mot d'ordre, open world, open world. Il y avait que ça dans la bouche de tout le monde. Et puis très vite, les joueurs se sont dit, ouais, mais moi, en fait, les open world, ça me fait chier, quoi. Je préfère un bon jeu d'aventure qui va me durer entre 7 à 15 heures où je trace d'un point A à un point B jusqu'à la fin et où je me prends une véritable histoire de la vraie narration et quelque chose de concret où ça défile, presque limite comme un film, ou que quelque chose qui est totalement ouvert, où il va y avoir plein de quêtes secondaires totalement inutiles à réaliser et qui m'intéressent pas, et où je vais perdre du temps là-dedans. Et des fois un open world bête et méchant où on me demande, comme Assassin's Creed 1 par exemple, de récupérer des plumes d'oiseaux sur les rebords des fenêtres ou sur des façades de murs pour rien. Voilà, quoi. Donc il y a un contraste, il y a un balancement comme ça qui est pas extraordinaire, je trouve. Et j'étais parti pour dire autre chose aussi, mais ouais, à chaque moment, à chaque période de notre vie, je pense, un espèce de mot d'ordre, de mots-clés est donné vis-à-vis de la consommation, vis-à-vis des études de marché, je pense, et de ce qui se vend le mieux ou pas. Et du coup, tout le monde ou tous les studios copient et font une espèce de répétition comme ça, quoi. Et c'est très déplaisant pour nous en tant que joueurs et consommateurs, parce qu'il faut pas oublier que de l'autre côté, les studios, même si ce sont des joueurs aussi, c'est aussi des entreprises qui veulent vendre leurs produits, donc ils ne sont pas que gentils et tout bienveillants, ils cherchent aussi à faire du pognon et à vendre, à couper des morceaux de jeu, comme on a pu le voir chez Ubisoft par exemple avec Assassin's Creed, couper des sections de jeu pour en faire des DLC. Ça, c'était complètement dégueulasse, des segments d'histoire pour pouvoir derrière les vendre en tant que DLC. Je sais plus si c'était Assassin's Creed 2 ou Brotherhood qui avait plein de segments coupés comme ça à télécharger en DLC, c'était dégueulasse, quoi. Enfin bref, quand on y repense avec le temps, tu te dis mais en termes financièrement et tout, quoi, ça prend les joueurs pour des cons, quoi. Mais vraiment, quoi. Vraiment, c'est pas des jeux complets, etc. Et puis même, dernièrement, quand tu vois, ils te proposent plein d'ajouts, de cosmétiques, de trucs comme ça, enfin, c'est des trucs qui pourraient implanter dans le jeu de manière totalement gratuite, mais non, pas assez que tu payes ton jeu maintenant quasiment 80-90 euros, parce que le prix des jeux augmente de plus en plus. Non, tu as derrière aussi des cosmétiques et des DLC ou des extensions à payer qui coûtent des fois entre 30 et 40 euros, quoi. Donc, enfin, voilà, pour moi, les studios de jeux vidéo ne sont pas forcément mes amis, quoi. Voilà, il faut comprendre qu'eux aussi, ils ont besoin de vivre et qu'ils ont besoin de trouver pas, entre guillemets, des failles vis-à-vis des joueurs, mais de trouver ce qui marche, de vendre leurs produits, de faire du marché et voilà, quoi. Bref. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu le problème. Et il y a très peu de jeux qui arrivent à se démarquer de tout ça. Et souvent, il faut aller chercher ça dans les indépendants. C'est très rare que chez les AAA, que les AAA se démarquent, quoi, les uns des autres. Il faut aller chercher ça du côté des indépendants
pour avoir des jeux ou des pépites qui sortent totalement de l'ordinaire et même visuellement. Même visuellement, c'est très dur chez les AAA de voir des trucs. Tu le vois, tu le vois au gameplay, tu vois surtout chez les jeux de type Souls-like, genre la Dark Souls et tout, tu vois très bien les gros boss, la manière de ton personnage de se déplacer, de se mettre en garde. Souvent, en plus, les touches, c'est les mêmes sur la manette. C'est vraiment les mêmes, lever le bouclier, parer, armer, etc. C'est les mêmes, faire une roulade, etc. C'est les mêmes touches. Donc, t'as l'impression d'avoir la même architecture de jeu qui se répète, qui a juste été prise, et on a changé tout le visuel à côté, quoi. Donc, et quand tu vas du côté des indépendants, effectivement, tu tombes sur des jeux qui ont absolument rien à voir, et des fois des trucs, tu regardes les images, et tu dis, mais qu'est-ce que le mec a essayé de réaliser, quoi. Voilà. Pour ne citer que Feldup, qui est un YouTuber qui en général parle d'horreur ou de ce genre de choses-là. À l'heure actuelle, là on est le 11 juin 2025, mais il a sa dernière vidéo en date qu'il a sortie sur un jeu qui s'appelle Basilisk, est excellente. Pourquoi elle est excellente? Parce que elle montre un jeu et décrit une sorte d'enquête qu'il a menée sur ce jeu. C'est un jeu indépendant, mais il faut voir ça et y jouer, entre guillemets, si je peux appeler ça y jouer, pour voir à quel point le jeu vidéo peut être aussi un média complètement à part, que tant t'arriveras même pas à finir à 10%, ou tant tu verras même pas 10% du jeu, parce que tellement il faut raisonner, tellement il faut passer de trucs. Ça peut intéresser des gens et des communautés qui aiment ça, qui aiment, alors comme Feldup l'appelle, les ARG, les puzzle games, les trucs comme ça. Les jeux où il faut suivre des enquêtes, mener des enquêtes, se poser vraiment de véritables questions ou quoi. Mais ça peut plaire à des gens comme il y a des gens qui vont lâcher au bout de 5 minutes parce qu'ils vont rien y comprendre et ils préféreront jouer un GTA ou un Call of Duty, ce qui est louable en soi. Chacun aime ce qu'il aime, mais voilà. Mais du côté indépendant, c'est, je pense, là où il faut chercher la démarcation. Parce que là, on va avoir des gens et pas des entreprises, des gens qui viennent d'horizons lointaines et différentes, et qui s'appuient pas sur la loi du marché, entre guillemets, et ce qui marche en ce moment même, genre pas d'études de marché même, juste une intention de créer quelque chose, un média qui leur ressemble, et une manière de s'exprimer pour eux. Donc ils créent le jeu tel quel, et donc souvent ça peut donner lieu à des FPS, à des jeux comme j'ai dit d'énigmes ou de trucs comme ça, mais souvent ça peut donner lieu à de nouvelles mécaniques de gameplay auxquelles on n'avait pas pensé, et comme à l'époque par exemple, quand Binding of Isaac est arrivé, ça a révolutionné le genre. Alors comment c'est qu'on appelle ça, le roguelike ou le roguelite, j'arrive pas à faire la différence, je suis désolé, mais ça révolutionnait le genre. On parlait que de ça, et d'ailleurs on parle toujours que de ça. Le jeu est toujours actuellement très joué, très demandé, quoi. Donc, alors qu'il est sorti peut-être il y a plus de 10-15 ans, je sais plus, mais c'est fou, c'est fou. Donc voilà. Voilà pour mon avis sur la question, quoi. Dernière question, puisque je vous rappelle que l'émission Nerd, c'est 3 questions que je prends de la communauté entre midi et 2, parce qu'après j'ai faim, il va falloir que j'aille manger avant de reprendre le travail. Alors je lis les questions. Ouais, je vais répondre à ça, comme ça fera une belle anecdote. Quel jeu t'a mis le plus mal à l'aise niveau horreur? Alors,
le jeu qui m'a mis le plus mal à l'aise niveau horreur, j'ai- il y en a deux que j'ai en tête. Il y en a deux que j'ai en tête. Le reste, même trois anecdotes. Bah tiens, on va le faire en 3. 3, 3, 3. 3 est un chiffre parfait pour moi. C'est mon chiffre fétiche. 3, on va partir dessus. La première anecdote, c'est... comment il s'appelle ce jeu, bordel de merde? Bougez pas, je fais juste une... Sanitarium. Même pas besoin de faire de recherche. Sanitarium m'a causé un trauma étant enfant. Pourquoi Parce que j'étais sur PC, j'ai téléchargé la démo du jeu, et je me rappelle encore la pochette du jeu de ce mec avec la tête toute entièrement bandelée de bandelettes, et avec juste l'œil qui sortait, genre l'œil totalement effrayé, apeuré quoi. Et si je me rappelle bien l'introduction du jeu, on a un accident de voiture, on se réveille et on sait pas si on est totalement défiguré ou pas, mais on a des bandelettes, des bandelettes pardon, sur tout le visage, avec une tenue d'asile psychiatrique entre guillemets, et on se retrouve dans un asile quoi. Et enfin du moins dans un sanitarium quoi. Voilà. Et je commence la démo. Et donc j'étais assez jeune hein, quand même, mes parents surveillaient pas, ils m'avaient offert un PC, mais je pense que eux avaient pas le même recul qu'on a aujourd'hui sur le danger et l'impact des médias qu'on a aujourd'hui. À quel point un enfant peut être traumatisé par certaines choses. C'était un constat que je faisais avec un ami la dernière fois aussi, par rapport aussi au début d'Internet, au porno, à des sites comme Ogrish où on voyait des exécutions, des trucs comme ça. Je veux dire, tout était en roue libre sur Internet à l'époque. Alors qu'à l'heure actuelle, tout est beaucoup plus maîtrisé, contrôlé, et certains diront que c'est un mal, et d'autres diront qu'il faut quand même toujours plus de protection et de trucs comme ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que mes parents réalisaient pas à l'époque ce que je pouvais faire sur le PC et à quoi je pouvais jouer et à quel jeu mature je pouvais me retrouver entre les mains. Voilà. Et je pouvais très bien jouer à du Duke Nukem, comme à du Mortal Kombat, où il y avait des exécutions, des fatalities, des trucs comme ça, et à des jeux comme Sanitarium, quoi. Et donc pour en revenir à ce jeu-là, je me retrouve dès le début du jeu devant une statue, alors je sais plus si c'est une statue de la Vierge Marie ou une statue d'une femme qui se met à pleurer des larmes de sang. Et là, pas de cul, le jeu, il bloque. Il bug, il bloque. Impossible. Moi, à l'époque, je connaissais pas de manière de comment ça s'appelle, de supprimer le jeu ou de quitter le jeu. Bah, j'étais qu'un enfant quoi, donc je connaissais pas de manière comme ça quoi. Et le jeu a tourné en boucle pendant peut-être une demi-heure sur ça parce que j'arrivais pas à quitter le jeu. Et en fait, je vois encore cette statue en train de pleurer du sang et les cris derrière des mecs de l'asile et les plaintes. Les cris comme ça quoi. Et ça s'arrêtait pas quoi. Et j'ai fini par appeler mes parents quoi. Genre calme-toi, ça va aller, arrête genre chiale pas, etc. Et moi j'étais traumatisé quoi, vraiment quoi. Et c'est là que mon père était arrivé en héros, en supra-génie qu'il a été à l'époque, et qui m'a appris le contrôle alt-supre. Raccourci magique, et qu'il a réussi à arrêter le jeu comme ça.
Alors là, vous pourrez me dire, mais pourquoi t'as pas arrêté tout simplement le PC ou débrancher le PC ou quoi? Parce que ça m'est même pas venu à l'esprit à l'époque en fait. Encore une fois, j'étais qu'un enfant et il m'est pas venu à l'esprit de débrancher le PC ou directement de tout arrêter comme ça quoi. Donc peut-être de peur de le casser ou quoi, je sais pas du tout. Bref. Deuxième trauma, enfin c'est pas un trauma, deuxième jeu qui m'a mis mal à l'aise, ça a été Harvester, qui est un point and click et que je vous invite à réaliser et à faire par vous-même. Le jeu met vraiment pas en confiance. On part sur un jeu, sur une introduction de jeu qui est totalement sommaire et totalement entre guillemets bienveillante. Je veux dire qu'à peine on démarre le jeu, on se retrouve dans une chambre d'adolescents, de lycéens ou je sais pas quoi, ou même un peu plus, je pense. Je pense qu'il a un peu plus, le mec. Il doit avoir peut-être la trentaine, entre 20 et 30 ans dans les alentours. Il est dans sa chambre et on entend les oiseaux chanter, une petite musique sympathique. Donc le jeu démarre comme ça, et puis très vite on se retrouve à récupérer des objets dans la chambre, descendre dans le salon. On trouve notre petit frère, on lui parle, il est en train de regarder la télé. Donc déjà un enfant devant la télé qui est limite presque devant l'écran à regarder une émission de cow-boy qui se bat contre les Indiens, donc quelque chose de quand même assez violent et tout. On se dit bon bah déjà il y a un problème, il a l'air mal éduqué parce que bah, il parle mal, il répond à son frère de manière complètement désinvolte et tout. Donc tu vois qu'il n'est pas cadré le minot. Déjà il se passe quelque chose de, tu vois, d'un peu louche. Tu vas dans la cuisine, tu parles à ta mère parce qu'elle est en train de cuisiner et tu vas dans la poubelle et tu trouves des cookies, plein de cookies je crois, et tu lui dis mais pourquoi t'as jeté des cookies? Et elle est en train d'en refaire. Et là tu vois qu'il y a un problème. Et tu lui dis mais pourquoi t'es en train de refaire des cookies? Et elle dit non mais il faut toujours plus de cookies, toujours plus. Et il y a une espèce de dialogue qui s'installe qui est complètement lunaire. Et le jeu, au plus tu avances dans le jeu, au plus les réactions des gens que tu rencontres dans la ville, parce que tu te balades dans la ville, les réactions sont lunaires. Les gens, t'as l'impression soit qu'ils sont complètement timbrés, soit qu'ils ont des réactions qui sont complètement à côté de la plaque quand tu leur parles, soit ils te répondent de manière correcte à ce que tu leur dis, mais ils ont des perversions derrière et ça rend le jeu malaisant. Et encore plus avec le doublage français. Et puis on te demande de faire des choses pour avancer dans le jeu qui sont concrètement malaisantes. Voilà, j'en dirai pas plus parce que le jeu mérite d'être découvert par la personne même, par le joueur même, mais je comprends pas ce que le développeur a voulu exprimer à travers le jeu vis-à-vis du jeu. Est-ce que c'est un jeu, une création originale, je sais pas. Est-ce que c'est une initiation à la maçonnerie? Est-ce que c'est... Vraiment, je dis ça parce qu'il y a des éléments qui me font dire que... Je dirais pas lesquels, mais il y a des éléments qui me font dire que dans le jeu. Il y a tellement de choses surréalistes et d'objets, de visuels impactants et qui font référence à d'autres œuvres ou quoi. Je vous laisse libre d'y jouer. Il coûte que dalle et franchement il vaut le détour quoi. Moi j'ai été obligé de le terminer avec une solution parce que je n'y arrivais pas. Je crois que je pense que je l'aurais lâché le jeu. Je n'avais fait, je pense que 10-20% du jeu quoi, sans la solution. J'ai pas pu aller plus loin, j'étais bloqué. Mais quand je dis bloqué, c'était vraiment bloqué de chez bloqué quoi. Je crois que j'avais commencé à le streamer et puis au final j'ai abandonné total parce que je faisais que tourner en rond et c'était pas possible quoi.
Donc, mais ouais, ça m'avait pas mal retourné. Et le jeu, quand je l'ai terminé, j'ai été obligé de faire des recherches à droite, à gauche. Et bon, apparemment, je suis tombé sur des sites qui m'ont dit un peu de la merde, parce que j'en ai discuté avec un pote dernièrement, et il m'a dit non, t'as tort. Tes informations sont erronées. J'ai fait des recherches et bah, le développeur, entre guillemets, il a bien donné signe de vie, il n'a pas disparu. L'acteur principal du jeu, bah, il n'a pas fini en prison. Voilà, parce qu'il y avait des histoires derrière de meurtres après le jeu, etc., dans la vie réelle. Et imaginons, c'est des conneries, c'est du bullshit et tout. Donc attention aussi à ce que vous trouvez sur internet, et même si des fois vous cherchez, vraiment vous avez l'impression de découvrir des choses, faites attention, pas tout est. Il faut pas tout prendre pour argent comptant, quoi. Mais ça fait partie un peu de la légende du jeu. Voilà, quoi. Et de comment on le voit, comment on le perçoit, et tout ça met, met une espèce de côté malaisant, quoi. Voilà. Et le dernier jeu, parce que du coup je dirais que j'ai dit que je le faisais en trois réponses, c'était The Evil Within. The Evil Within, le premier... attends, c'est bien The Evil Within, je dis pas de bêtises, que je dise pas de conneries. The Evil Within. Ouais, puisque des fois mon cerveau me joue des tours. The Evil Within, donc c'est bien ça. Donc jeu à la troisième personne, action, aventure, horreur, survival horror, pardon. Quasiment dès l'introduction, tu as une scène assez horrifique où en fait tu es accroché par les pieds dans une pièce un peu genre pour regarder les cadavres accrochés, quoi. Et en fait, au loin, tu vois derrière des sortes de panneaux transparents, comme dans les boucheries ou certains magasins. Tu as ces espèces de panneaux transparents où en fait, derrière, tu as un boucher qui est en train de découper un corps humain, en fait. Et en fait, pendant qu'il découpe le corps humain, tu as de la musique classique en fond sonore. Et, ça m'a mis mal à l'aise sur le moment, mais j'en ai pas tenu plus compte qu'autre chose. Je suis allé... parce que j'ai mis un moment avant de sortir de la pièce et de comprendre comment m'échapper, etc. Donc la musique a eu le temps de bien s'imprégner dans ma tête, et le visuel aussi. Parce qu'on ne bouge pas, on fait que se balancer, on essaye de se détacher, etc. Donc de sortir de cette pièce. Donc le visuel et la musique a eu le temps de s'imprégner. J'en ai pas tenu compte sur le moment, mais ça m'a pas mis mal à l'aise. Mais quand je suis allé me coucher, peut-être 2 heures après, bon, il faut dire aussi que quand j'y ai joué, il devait être 22h, 23h du soir. Je suis allé me coucher peut-être vers minuit, 1h. Quand je suis allé me coucher, j'ai eu la musique dans la tête et le visuel en boucle, en fermant les yeux, et j'arrivais pas à dormir. Et ça me mettait mais dans un mal à l'aise, mais et ça, c'est un truc que j'ai déjà ressenti dans des films et ou que j'ai déjà vu à travers les films de Stanley Kubrick. C'est, je pense à mon simple avis, du conditionnement. Voilà, c'est pas du MK Ultra, on va pas aller jusque là, mais c'est limite presque du conditionnement, quoi. Et il y a plein, ça me rappelle cette scène de Orange Mécanique où c'est Alex qui s'appelle, je crois, je sais plus, le personnage principal, et est mis devant des images ultra violentes avec de la musique classique en fond. Je sais plus si c'est l'hymne à la joie ou quoi. Et dès qu'il l'entend, soit il est obligé de vomir, soit il est obligé carrément, voire même de se défenestrer, parce qu'il n'arrive plus à supporter ça, quoi, en fait. Il arrive plus, ou du moins il arrive plus à être violent ou quoi que ce soit, et ça lui crée des crises et des angoisses. Et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de médias qui mélangent scènes d'horreur et musique classique avec, pour contraster, faire vraiment un contraste des deux,
avoir ce côté visuel horrifique dégueulasse où il se passe un meurtre, où il se passe quelque chose de très grave, et une œuvre symphonique classique qui est magnifique à écouter, qu'on pourrait qualifier de chef-d'œuvre et de beau à écouter. Donc on a vraiment cette espèce de contraste entre le noir, et, le sombre et le clair, entre le mauvais et le bon, qui est raccroché l'un sur l'autre. Et, et ça met terriblement mal à l'aise, en fait, quoi. Voilà là où je voulais en venir. Et voilà mes 3 anecdotes. Voilà. Je pourrais répondre à d'autres questions, mais le but du jeu c'est de faire une vidéo pas trop longue et en 3 questions. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait en 40 minutes, puisque je parle toujours beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Je vous souhaite une bonne journée, et puis j'essaierai tous les mercredis de refaire une petite vidéo comme ça, histoire de répondre à la communauté. Et si du jour au lendemain ça doit s'arrêter, les vidéos resteront quand même en ligne, c'est pas un problème. Et puis voilà quoi. Parce que du jour au lendemain, ça peut me gonfler et me dire le mercredi j'ai autre chose à foutre. Je préfère plus manger, me détendre, regarder une vidéo ou quoi. Donc on verra. Je continue pas. C'est pas grave, je passerai à autre chose quoi. Voilà. Bon allez, ciao. Bonne journée à tous. À plus.